et de Gayane Armaganian de l'École normale supérieure de Lyon. Elle s'intitule La réfraction et la représentation de la vie artistique dans la presse de l'immigration russe entre 1920 et 1940. Musique, théâtre, danse. Merci Léanite. Alors je vous dois d'abord une précision. J'ai été un peu trop ambitieuse. Je pensais évoquer le théâtre également, qui est bien représenté dans le corpus que j'ai étudié, mais c'est trop. Donc aujourd'hui, je me contenterai de vous parler de la musique et de la danse, et ça sera déjà beaucoup de choses dans le temps qui nous est imparti. Je veux préciser également que pour cette recherche, je suis redevable à une de mes étudiantes qui a fait un très intéressant mémoire de Master 2 et j'ai pu bénéficier des illustrations des recherches qu'elle avait faites. Donc si publication il y a ensuite, ce sera un article que je co-signerai avec elle, parce que c'est une recherche finalement commune, même si je l'ai continuée. Donc il s'agit d'Héloïse Baudet, qui actuellement fait un master de relations interculturelles à Paris 3. Donc cette recherche a porté sur 4 revues que nous avons déjà évoquées hier, revues qui permettent d'obtenir un panorama de la vie culturelle et artistique de l'immigration. C'est une source d'articles, de témoignages, de chroniques en tout genre, souvent agrémentées d'illustrations que je vais essayer de vous montrer. Il s'agit de Современные записки, les annales contemporaines, d'Иллюстрированная Россия, la Russie illustrée, de Числа et de Перезвоны, les carillons, qui est le seul périodique de mon corpus non parisien, puisqu'il est édité à Riga de 1925 à 1929. La presse de l'immigration témoigne de la diffusion de la culture russe à l'étranger. La diaspora russe présente ses œuvres et ses artistes au public russe comme au pays d'accueil, et parfois même au public international, car les artistes russes se produisent bien sûr sur les scènes du monde entier, dans les grands centres d'immigration, voire en Amérique du Sud et aux États-Unis. Les auteurs des articles sur la vie artistique sont des spécialistes qui collaborent souvent à plusieurs journaux, parfois dans des domaines différents. Beaucoup d'articles sont signés d'une seule initiale ou par un pseudonyme, ce qui rend l'identification de son auteur difficile. Des artistes souvent prennent la plume pour la presse de l'immigration pour parler soit de leur art ou de certains de leurs confrères. Par exemple, le peintre Mikhail Larionov rédige un article sur le danseur Serge Lefary pour Числа en 1931. La presse publie également des extraits d'œuvres autobiographiques, des souvenirs, comme ceux du chanteur lyrique Fyodor Chalyapin dans Современные записки, par exemple, en 1922. Dans le domaine de la musique, 4 spécialistes écrivent pour la presse. Leonid Sabanev, théoricien de la musique, critique musical et compositeur. Il met ses connaissances au service de Современные записки. Nikolai Nabokov est également compositeur et critique musical. Il poursuit son travail de compositeur dans l'immigration en composant la musique de plusieurs ballets et collabore à la revue Числа, dans laquelle il publie des articles sur la musique et sur les compositeurs russes. Boris Schlotzer, lui, a une activité journalistique plus variée. Il écrit des articles de musicologie sur le théâtre ou encore sur la littérature russe et occidentale pour Современные записки и встречи. Quant à Victor Walter, violoniste de profession, il va publier quelques textes dans Иллюстрированная Россия. Victor Walter, dont il sera encore question ici, musicien dans l'orchestre du théâtre Mariinsky, participe aux saisons russes de Serge Diaghilev en 1909, avant d'émigrer en France, où il va devenir professeur au conservatoire russe de musique Rachmaninov.
Concernant la danse, c'est Yulia Sazonova, Valerian Svitlov et Georgi Nemirovitch Danchenko, le fils du célèbre dramaturge, qui signent la plupart des articles. Je ne m'étendrai pas, voilà, je vous donne juste les noms. Il y a Konstantin Machulski, écrivain et historien de la littérature, qui publie, lui, des textes, beaucoup de textes sur le théâtre. Mais comme je n'aborderai pas le théâtre aujourd'hui, je passe. Alors, je commencerai d'abord par la musique et par les compositeurs et les musiciens. Le domaine de la musique est certainement celui qui est le plus représenté. Les concerts symphoniques, les orchestres de chambre, les chœurs, les musiciens solistes, toutes sortes d'événements musicaux vont ponctuer les colonnes de la presse de l'immigration russe qui va essayer de brosser un tableau très détaillé de la musique de la fin du XIXe siècle et du début XXe. Cette histoire de la musique passe par la publication des portraits de nombreux compositeurs russes. En 1936, Leonid Sabaneïev va les classer en 3 générations différentes, historiquement liées à la Révolution et divisées après 1917 en 2 groupes, les soviétiques et ceux d'outre-frontières. La première génération est dite conservatrice. Ce sont les héritiers de Piotr Tchaïkovski, à savoir Alexandre Glazunov, Sergei Rachmaninov ou Nikolai Medtner. La deuxième génération est symboliste, dit-il. Je cite, révolutionnaire en art, et regroupe des musiciens associés au groupe Mir Iskoustva, le monde de l'art. Ce sont Nikolai Myashkovski, ou le plus connu, Igor Stravinsky, ou encore Serge Prokofiev. Ce dernier est d'ailleurs vite rattaché à la 3e génération, celle des futuristes, par Sabaneïev, qui, je cite, écrit «Хотя тоже являлась поборником новизны, но уже не музыкальной красоты». Pour son 100e anniversaire, Moussorgsky, vous le voyez sur la première illustration, est à l'honneur dans le 15e numéro d'Illюстрированная Россия. Son portrait, peint par Ilya Repin, que vous voyez ici, quelques jours avant sa mort, est à la une et plusieurs articles lui sont consacrés. Dans le premier article, le compositeur Nikolai Tchirepin fait l'éloge de l'œuvre de Moussorgsky, je cite, dont l'humanité ne saurait plus se passer. Et, je cite encore, qui a la faculté de captiver l'auditoire du spécialiste de la musique et de l'auditeur ordinaire. Le deuxième article consacré à Moussorgsky est de Loli Lvov, qui s'intéresse essentiellement au groupe des 5. En 1933, Illюстрированная Россия célèbre les 60 ans de Sergei Rachmaninov, avec un article de Victor Walter qui remarque qu'en Union soviétique, son œuvre est considérée avec mépris. Il va lancer une pique aux artistes et aux confrères soviétiques. Il ne cherche pas à épater le bourgeois, je cite, épatirovat bourgeois, c'est en français dans le texte, contrairement à ces artistes de gauche dont la musique est sans âme et fondée sur le slogan, je cite, à bas le romantisme. 6 ans après cet article, la revue fête les 40 ans d'activité à l'étranger du compositeur et le qualifie, je cite, d'ambassadeur de l'âme russe. Rachmaninov donne alors un concert dans la nouvelle salle du Trocadéro et c'est un événement musical que Lvov considère comme une véritable fête russe. Je cite, «Русский творческий гений торжествовал в этот вечер в столице нашего русского зарубежья». Je vais passer maintenant à la représentation de la musique traditionnelle et de la musique folklorique.
Régulièrement, Illюстрированная Россия informe de la tenue de spectacles en Russie ou encore de la venue en France de chœurs ou d'orchestres de musique traditionnelle russe. En 1927, à Moscou, un chœur de paysans originaire du district de Bronitse rencontre un grand succès. Illюстрированная Россия écrit qu'elle regrette que ce genre de spectacle soit encore trop rare en Europe. Précise l'article, aucun des membres de ce groupe ne connaît les notes, ils interprètent les chansons à l'oreille. C'est l'illustration que vous voyez ici. La même année, d'ailleurs, a lieu à Lyon la représentation d'un chœur des Cosaques, dirigé par un certain Akoushenko qui, je cite, ravir les oreilles des publics français et russes. À Lyon également, la colonie russe lyonnaise est l'investigatrice de spectacles et concerts à des fins de bienfaisance. À l'occasion de l'un de ces concerts, une troupe venue d'Ukraine, Prasvit, qui veut dire Prasvishenie en ukrainien, est invitée à se produire. L'année suivante, un autre chœur de Cosaques se produit en France, cette fois à Paris. Il s'agit du chœur des Cosaques du Don, du général Platov, composé de 40 personnes et placé sous la direction de Николай Кострюков. Кострюков или Кострюков, не знаю ударения, честно говоря. La particularité de ce chœur est d'être constitué en partie d'étrangers amateurs de musique russe. En 1932, le chœur russe Gouslar, donc vous voyez ici, est invité à donner un concert radiophonique à Strasbourg. Ce chœur, fondé en 1928, est constitué d'immigrants russes et Illюстрированная Россия précise que les chanteurs travaillent pour la société métallurgique de Knutange en Moselle. Le groupe remporte plusieurs prix lors du concours de chant organisé à Metz. Maintenant, en ce qui concerne les orchestres. Alors, il s'agit surtout d'orchestres de balalaïka. En 1933, Konstantin Machulski rédige pour Illюстрированная Россия un article sur l'orchestre de balalaïka Russe. L'article que vous pouvez voir ici. L'un de ses membres fait d'ailleurs la couverture d'Illюстрированная Россия, une balalaïka contrebasse à la main. Là, vous voyez sur cette image. L'article est divisé en deux parties, une partie officielle, l'autre plus intime, et illustrée par quelques photographies de musiciens. Alors, je vous montre d'autres photos. Je n'ai pas le temps de détailler cet article, mais je le ferai dans la publication. Je veux faire une remarque également sur ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la représentation des costumes populaires. Toutes les photographies publiées dans Illюстрированная Россия représentent les artistes dans leur tenue de scène. On voit ici en 1928, dans la rubrique Théâtre et Искусство, théâtre et art, une photographie qui représente un quatuor féminin lors d'un concert à Londres. On voit que ces chanteuses sont toutes vêtues de leur costume de scène, un ensemble traditionnel, comme vous le voyez, composé du sarafan, de la roubach, de la douche-grecque et de ces imposantes coiffes, les kakoshniki, richement décorés de perles et de broderies. Les artistes masculins, quant à eux, sont plus simplement habillés, ainsi que les femmes des chœurs paysans. On voit aussi
ici deux photographies. Ce sont les femmes des chœurs paysans qui sont habillées plus sobrement. On voit les photographies de deux chœurs. La première, c'est le chœur mixte du monastère de Pichersk et le chœur traditionnel du bourg de Lavrna. Ces femmes posent tête nue ou avec un plateau traditionnel, et les artistes masculins portent tous des kassavarotki et des poèses noués sur leur chemise. Voilà, ça c'est pour l'aspect folklorique. Je vais passer maintenant aux autres spectacles. Il y a bien sûr l'opéra. L'opéra, très étonnamment, c'est le danseur Serge Lifar, dont je parlerai un petit peu plus tard, qui, en 1938, va publier un article dédié à Fyodor Chalyapin dans Современные записки. Cet article évoque la première représentation de Boris Godunov, qui a eu lieu en 1908 au Grand Opéra de Paris. Et il écrit « Это новое русское чудо ». Je n'ai pas le temps de donner la citation complète. Les troupes d'opéra fleurissent entre 1929 et 1932, faisant fructifier l'héritage de Diaghilev et de ses saisons russes. Beaucoup d'opéras sont fondés à cette époque, mais malgré cette dynamique, la presse de l'immigration, finalement, j'ai remarqué, ne consacre que peu de place à ce type de représentation. Les seules mentions d'une représentation scénique d'un opéra russe que j'ai trouvées sont les suivantes. Un court article dans Peresvone sur la représentation très appréciée de la légende de la ville de Kitiej, que vous pouvez voir ici, et de la Demoiselle Févrogne, représentation qui a eu lieu au Grand Opéra de Paris en 1926, et des photographies, alors là c'est Chalyapin, non, je suis passée trop vite, une photographie de la mise en scène du Coq d'Or à Varsovie en 1927, les deux opéras de Rimsky-Korsakov. La presse préfère se concentrer plutôt sur les interprètes ou sur les compositeurs plutôt que sur une œuvre spécifique. Bien sûr, Chalyapin, vous voyez la photo suivante, qui est une véritable légende. De très nombreux articles et reportages lui sont consacrés, ainsi qu'une véritable floraison de photographies. Современные записки publie même plusieurs chapitres de ses souvenirs. Dans son 19e numéro de l'année 1930, la revue Современные записки publie également une annonce pour l'ouverture de la saison de printemps de l'Opéra russe à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, sur presque une demi-page. Alors là, vous avez les portraits de Chalyapin. Alors voilà. 3 numéros plus tard, 3 portraits également sont affichés, celles des membres de la troupe, et finalement, donc Chalyapin, vous voyez ici, et ici vous avez la photographie de Maria Kurienko dans le rôle de Marguerite dans Faust. Photographie de la tournée de Faust à New York et en Philadelphie en 1935. Voilà, et comme il me reste, je pense, trop de temps, je crois que j'ai même déjà un petit peu dépassé, je ne vais dire, j'ai encore 5 minutes. Je vais dire quelques mots de la danse, mais bon, là, on pourrait y consacrer une communication déjà entière. On remarque dans ce corpus que dans les revues que j'ai étudiées ici, finalement, très peu d'articles portent sur les créations des ballets russes de Diaghilev,
qui ont pourtant acquis une grande notoriété, active jusqu'en 1929, alors que c'est une troupe qui, on le sait, a révolutionné plusieurs domaines de la vie artistique et a su proposer une alternative au ballet classique avec des chorégraphies très innovantes. Néanmoins, en 1924, dans Современные записки, Юлия Сазонова consacre plusieurs pages au ballet Svadibka, les noces, sur une chorégraphie de Branislav Nijinska, dans un article intitulé «Новые формы хореографического искусства», les nouvelles formes de l'art chorégraphique. Après la mort de Diaghilev, on sait que beaucoup de compagnies héritières ont fleuri entre 1929 et 1932, dont les ballets russes de Monte-Carlo, fondés par René Blum, qui font parler d'eux. Alors donc là vous avez l'article et la photographie de Diaghilev, qui font parler d'eux dans la presse de l'immigration. La revue Числа vante souvent les mérites des ballets de Monte-Carlo lors des représentations parisiennes de 1933. Je cite: «Создано очень ценное и русское, не только по составу главных деятелей и артистов, но и по духу и стилю балетное начинание». Voilà, alors je passe rapidement sur les esquisses et les illustrations en couleur, assez rares, que l'on peut trouver, pour dire quelques mots de la grande star, bien sûr, de l'époque et de la presse, Serge Lifar. Danseur, alors voilà, ça c'est les quelques illustrations des costumes. Et là ici vous voyez donc les ballets russes de Monte-Carlo. Lifar, un des principaux solistes des ballets russes, qui, on peut le remarquer, a effectué quand même l'ensemble de sa carrière en France sans jamais obtenir la nationalité française. Un chorégraphe très prolifique, qui a monté plus de 200 ballets, très prolifique également en termes de publications et d'écrits théoriques sur la danse et d'ouvrages autobiographiques et biographiques comme Diaghilev et Sdiaghilev, qui a été publié en 1939. Et c'est un danseur qui exerce une... Alors là encore, les ballets russes de Monte-Carlo. Lifar, vous voyez, voilà, qui exerce une véritable fascination sur la presse. De très nombreux articles lui sont consacrés. Dans Числа, où Valerian Svitlov aborde son travail de chorégraphe, Lifar apparaît plusieurs fois sur la page de couverture d'Иллюстрированной России. En 1932, sur la première page du 22e numéro que vous voyez ici, il prend la pose face à sa partenaire Olga Spissivtseva, dans Bacchus et Ariane, qui était l'une de ses créations. Remarquons que ce ballet est un échec. Ni le public ni la presse n'apprécient les décors et les costumes de ce ballet. On peut remarquer également ce portrait donc un hommage à Nijinsky. Il y a une idée de filiation que l'on retrouve dans de nombreux articles entre, bien sûr, Nijinsky et Lifar. C'est assez symbolique. Sur cette couverture de Illюстрированная Россия du 29 avril 1939, on voit Lifar qui pose devant le portrait de Nijinsky dans son costume pour la danse siamoise des orientales.
ballet créé en 1910. Vous voyez sur cette image. D'ailleurs, dans Иллюстрированная Россия, Lifar raconte qu'il a dansé avec Nijinsky en juin 1939 dans la clinique psychiatrique où celui-ci séjournait. On peut aussi, et je vais rapidement terminer sur Lifar, s'attarder un petit peu sur cette photographie où le danseur apparaît dans son rôle d'Albrecht, hein, le duc de Silésie, dans Gisèle, l'un des grands rôles de sa vie, qui est en couverture, comme vous pouvez le voir, d'Иллюстрированная Россия. Cette image où il apparaît les yeux très maquillés, avec son chapeau de scène, dans une pose très théâtrale, et serrant contre sa poitrine, vous le voyez, 2 lys que le personnage dépose sur la tombe de Gisèle au début du second acte du ballet. Alors juste rapidement, voilà d'autres articles consacrés à Lifar. Juste une remarque pour terminer sur la danse. Malgré ce caractère de star de Lifar, les ballerines ne sont pas totalement éclipsées. De nombreux reportages sont consacrés à Anna Pavlova, que vous voyez ici dans Иллюстрированная Россия. Il y a des photographies de danseuses en tutu qui ponctuent les articles. En 1939, plusieurs numéros d'Иллюстрированная Россия proposent une série intitulée Наши балерины. Наши балерины, il s'agit des danseuses Tamara Tumanova, Nina Yushkevich et Natasha Leslie Krasovskaya, ici qui sont en vedette. Voilà, je vais terminer là-dessus et juste une phrase pour conclure. Je pense que ce panorama finalement revient sur beaucoup de choses qui ont été dites hier. Il y a dans cette presse de l'immigration le désir à la fois de souligner tout ce que la culture russe et l'immigration apportent à la France et à la culture française, le désir d'intégration en partageant les arts du folklore. On le voit avec la balalaïka et les chœurs traditionnels. C'est cet héritage culturel russe qui doit être préservé, mais qui doit être aussi diffusé dans cette mission que s'est donnée l'émigration russe, de diffuser la culture russe à l'étranger. À l'inverse, d'autres semblent vivre en premier lieu pour leur art. Et cherche à s'émanciper du facteur national finalement, à abroger les frontières artistiques ou géographiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.